Bonjour Annette Tignois. Ici, je vais me permettre de te tutoyer parce qu'on se connaît depuis longtemps, puisqu'on a travaillé plusieurs fois sur des projets interculturels ici en Belgique. Et alors, tu es une femme engagée pour la promotion de la femme. Depuis que tu as quitté ton pays Cameroun, ton pays natal, et venir immigrer ici en Belgique il y a une vingtaine d'années. Tu as été récompensée par le prix Femmes de paix en 2014, décerné par le Sénat belge. En plus de ça, là, tu es promotrice de festival Africulture célébré annuellement à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Alors ici, ma question, c'est comment tu t'es mis à l'écriture? Oui, en effet, merci aimable de m'avoir reçu sur le plateau de Aiguirre. Et effectivement, on se connaît depuis longtemps. Mon nom, comme tu l'as dit, c'est Annette Tignois Fopa. Et je suis en Belgique environ depuis 20 ans, en tant que femme migrée et immigrée. Donc, on a beaucoup travaillé sur la problématique de l'intégration, certes. Donc, comment je me retrouve dans l'écriture? Depuis 2 ans, le monde associatif est un monde passionné. Et donc, quand on est militante, c'est avec tous ses tripes, c'est avec toute sa foi. Et voilà, après 20 ans de militantisme, je me suis sentie un moment en burn-out, comme m'ont dit mes médecins. J'étais très fatiguée, extrêmement fatiguée, avec des symptômes vraiment de burn-out, qui est le dos qui se bloque, les troubles de mémoire, l'agressivité, donc tout y était. Et donc le seul remède à cette pathologie, c'était le repos. Les médecins m'ont dit le repos, rien que le repos. Il n'y a pas de médicaments qui traitent le burn-out. C'est la tête qui demande le repos, c'est le corps qui demande le repos. Donc pendant ces 2 années de repos, depuis 2 ans, vous ne m'avez pas beaucoup vu. Donc j'étais chez moi, je me reposais. Et c'est alors que l'écriture s'est présentée à moi comme un outil de résilience. Vous savez, le lâcher prise, c'est quelque chose. C'est très difficile de s'engager. C'est aussi très difficile de prendre de recul sur les faits et sur l'action. Donc c'est comme ça que je me suis mise à écrire. Et pendant les 2 années, j'ai écrit 3 romans. C'est vrai qu'avant l'écriture, avant d'écrire ces 3 romans, j'ai écrit plusieurs nouvelles, j'ai écrit plusieurs pièces de théâtre. Donc voilà, et le roman nécessitait un peu plus de temps et aussi un peu plus d'inspiration. Voilà un peu comment je me suis retrouvée dans l'écriture. Par accident, on va dire, parce que il y a 2 ans de cela, si on me disait que je devais écrire, je trouvais cela très laborieux. Et puis, il faut avoir le temps aussi d'écrire. Il faut avoir aussi des choses à raconter, parce que si on n'est pas en contact avec l'humain, vous savez, la matière première dans l'écriture, c'est l'humain, surtout quand on se jette dans un domaine du roman qui est un domaine fictionnel, dont la matière première, c'est l'humain. Si on n'est pas très souvent en contact avec les gens, avec la société, on aura du mal à raconter quoi que ce soit comme histoire. Donc voilà, comme ça que est né ce roman, ce premier roman, Roméo Bineta, sorti aux éditions Saint-Honoré depuis déjà le 30 janvier 2017. Alors Annette, qu'est-ce qui peut donner l'envie de lire l'histoire de Roméo et Bineta? Roméo et Bineta, c'est un roman qui trace la vie de Bineta. Et c'est vrai que la vie de Bineta n'est pas singulier, mais c'est vraiment un classique. Ce roman parle surtout de la condition de la femme, parce que Bineta vit d'abord dans un contexte africain, avec ce que l'on sait déjà sur l'égalité homme-femme, qui n'est qu'une illusion là-bas. Et ensuite, elle revient ici en Europe, elle retrouve son futur mari ici en Europe, où elle est encore confrontée à beaucoup de problèmes. Donc, au-delà d'une histoire peut-être sentimentale, on traite essentiellement le problème de la condition de la femme. La femme d'abord en Afrique et la femme ici en Europe. Vous savez qu'en tant que migrant ou migrante en Belgique ou en Europe, on a vraiment beaucoup de difficultés. Donc, dans ce livre, on touche vraiment la problématique
de la discrimination, la problématique de la suspicion de mariage blanc, de mariage gris. Il y a aussi la problématique de la peur ou des femmes qui vivent dans une situation de clandestinité. Vous savez que ces femmes-là sont fragilisées par le fait de ne pas avoir des papiers. Elles sont parfois exploitées sexuellement ou mises carrément sur le trottoir. Elles ne peuvent pas aller porter plainte ou faire quoi que ce soit parce elles n'existent pas ici en Europe. Elles risquent juste d'être expulsées sur la terre d'accueil, sur la terre d'origine, quoi. Donc, je voulais, dans cet univers romanesque, toucher du doigt la problématique actuelle dont les migrants vivent ici en Europe. Vous voyez que le racisme n'est pas fictif. Vous voyez que le racisme existe effectivement dans notre société, surtout actuellement. Vous voyez en France ce qui s'est passé avec le jeune Théo qui a été agressé sexuellement par les forces de l'ordre. Et vous voyez ici en Belgique, le petit gamin de 16 ans qui a été poignardé par un chauffeur de bus. Donc ça veut dire que le racisme s'est institutionnalisé. Ce n'est plus le voisin, le racisme primaire du voisin ou à l'école ou un employeur qui refuse d'embaucher quelqu'un parce qu'il est noir. Non, on voit vraiment que les faits sont très graves actuellement. Et en tant qu'acteur de la société civile, notre devoir est de dénoncer ces faits. Passer par un roman pour dénoncer aussi ces faits, c'est une façon de revendiquer, c'est une façon de militer. Autrement, c'est vrai que l'univers romanesque est fictionnel, mais dans la fiction, on se nourrit toujours de la réalité. Roméo et Bineta, c'est ça. Donc, c'est ce que vivent les migrants sur la terre d'accueil, c'est ce que vivent les femmes en tant que femmes, que ce soit en Afrique, que ce soit sur la terre d'exil. Par hasard, c'est pas une autobiographie? Non, pas du tout. Ce n'est pas une autobiographie, ce n'est pas non plus de l'autofiction. C'est vrai que lors de la dédicace ici à Charleroi, beaucoup de gens m'ont posé cette question et beaucoup de gens se sont reconnus dans l'histoire de Roméo et Bineta. Pourquoi? Parce que quand il y a identification, ça veut dire qu'il y a personnage. En tant que romancière, vous savez que on utilise l'humain, c'est notre matière première. L'humain, c'est la matière première de la romancière. Ce qui fait qu'on doit dresser un portrait psychologique de chaque personnage. Et pour susciter le fait d'identification, c'est ça aussi. S'il y a identification, ça veut dire qu'il y a fiction. S'il y a identification, ça veut dire que le roman raconte des faits peut-être réels, les faits parfois généraux d'une société. Non, ce n'est pas une autobiographie. J'ai voulu par cette histoire raconter la vie de plusieurs personnes dans un roman. Donc c'est ça, c'est la vie que vivent les migrants, c'est la vie que vivent les femmes immigrées, donc c'est la vie aussi de beaucoup de femmes en Afrique. L'histoire de Roméo et Bineta, c'est une histoire classique. Avec ce roman qui parle de l'immigration, tu t'invites ainsi sur le débat qui concerne cette thématique. Quel est ton point de vue sur la politique migratoire en général? Oui, en effet, le roman Roméo et Bineta traite de ce sujet-là et surtout de l'interculturalité dans la société. Car vous voyez que actuellement, le vivre ensemble est vraiment à mal dans notre communauté, dans notre société en général, que ce soit ici en Belgique, en Europe ou en Occident, avec tous les faits divers qui concernent les étrangers. Vous savez, quand ça va mal, on tape sur les minorités, on tape sur les plus faibles, et c'est ce que l'on voit partout dans le monde. La problématique de l'immigration n'est pas un problème qui s'invente aujourd'hui. À l'époque de la colonisation, vous savez que l'Afrique n'a pas invité les Occidentaux à venir les coloniser. À l'époque de l'esclavage, vous savez qu'il y a beaucoup qui sont venus sur les chaînes forcées parce qu'ils devaient développer un continent. Donc actuellement que l'on parle de la migration, parce que vous voyez que les Africains, ils arrivent, mais on ne condamne pas le fait que les ressources en Afrique migrent également. Ça, les gens, tout le monde ferme les yeux là-dessus. La migration concerne autant les individus que les ressources. Pourquoi est-ce qu'on accepte les ressources venant de l'Afrique et l'on condamne
les Africains qui migrent. Donc actuellement on dit que le monde est devenu un village, la globalisation, ce n'est pas que les plus forts vont dicter les règles, la globalisation c'est que chacun doit donner son point de vue et c'est un rapport vraiment qui doit être équitable. Pour revenir au sujet de la politique migratoire, c'est dommage que on voit des discours populistes vraiment prendre le dessus. La plupart des partis d'extrême droite montent parce qu'ils ont fait des migrants leur fonds de commerce. Et vous voyez aussi le racisme qui va grandissant et les politiques d'intégration qui ne veulent absolument rien dire. Vous savez que l'intégration c'est une rencontre de volonté. Si le migrant veut s'intégrer et que sur la terre d'accueil il y a barrière, il ne pourra jamais s'intégrer. Si au niveau de la terre d'accueil il y a des politiques d'intégration favorables et si le migrant ne veut pas aussi s'intégrer, il n'y aura pas d'intégration. J'ai toujours dit qu'il y a un croisement de volonté quand il s'agit d'intégration. Les politiques migratoires, c'est quand même lamentable pour le moment. Ça, c'est mon point de vue. Que l'on vienne vouloir construire les murs, par exemple, aux États-Unis, alors que tous les murs ont été détruits. Je parle du mur de l'Allemagne de l'Est, par exemple. Et que l'on vienne comme ça ériger les murs parce qu'on ne veut pas que certains individus puissent arriver aux États-Unis ou ailleurs, c'est vraiment dommage. Et pourquoi est-ce qu'on accepte alors facilement en Afrique les étrangers? Pourquoi on accepte, qu'on appelle d'ailleurs coopérants, on ne les appelle même plus les migrants ou les immigrés? Parce que vous savez que sur la thématique immigré, elle est vraiment très péjorative, ce thème immigré là. Alors que sur la thématique, sur le thème coopérant, il y a une dynamique de développement qui est derrière et le coopérant c'est celui qui vient développer l'Afrique alors qu'un immigré c'est celui qui vient profiter. Voilà ce qui se passe actuellement, voilà, enfin, dans la mémoire des Occidentaux, quoi. Avant de clôturer, quels sont tes projets littéraires où on peut se procurer le roman Roméo et Benita? Le roman Roméo et Benita se trouve chez vos libraires. Vous pouvez le commander aussi à la FNAC ou chez Amazon ou directement sur le site de la maison d'édition qui est la maison d'édition Saint-Honoré. Voilà, et puis je reste toujours à la disposition pour plus d'informations et pour participer à certains débats, pourquoi pas. Projet littéraire, c'est vrai. Je vous ai dit que pendant ces 2 ans de mise au vert forcée, j'ai écrit 3 romans qui sont déjà finis. Mais actuellement, on est dans la phase de promotion de Roméo et Benita, et ce qui n'est pas rien. Donc, et voilà, j'ai dit que raconter une histoire, c'est pas évident. Et surtout, écrire une histoire, et c'est pas aussi évident. Maintenant, vendre son histoire, c'est aussi un challenge. C'est la phase promotionnelle. Après cette phase-là, je laisse d'abord le temps quand même au lecteur de me découvrir en tant que romancière. Et voilà, on enchaînera ensuite avec le 2e roman qui est déjà fini, prêt, qui s'appelle Quartier Nylon, qui parle de mon quartier d'enfance. Et j'espère vivement que le public sera favorable, surtout à ce premier bébé qui a vu le jour il y a à peu près 1 mois. Voilà. Je te remercie infiniment de m'avoir donné l'opportunité de parler de ce roman. Et voilà, et à très bientôt, si l'occasion s'y prête. Merci de m'avoir accordé cette interview, Annette. J'espère à très bientôt et félicitations encore.